Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons reprendre avec notre troisième séquence, séquence qui, d'après ce que j'ai entendu ce matin, doit être très attendue, parce que c'est une séquence qui est consacrée aux solutions. Donc aux solutions dans les espaces extérieurs et dans les espaces intérieurs, ou plus précisément aux solutions en fait de rafraîchissement au travers des espaces verts ou de prévention de la chaleur au sein des logements. Donc je me présente, Christian Thibault, je suis le directeur du département environnement urbain et rural de l'Institut Paris Région. Et donc je vais appeler nos différents intervenants. Je pense que vous devez être habitués. Nous avons, comme dans les autres séquences, deux chercheurs du programme H2C. Donc nous avons Martial Effelin, nous avons Jean-Marie Alessandrini. Ensuite, nous allons retrouver notre grand témoin Valérie Masson. Et puis nous aurons ensuite une table ronde avec ce qu'on appelle les parties prenantes dans le programme H2C, avec Nicolas Herbreteau, avec David Lebagnier et avec Léa Morfois. Bien donc, sans plus attendre, nous allons démarrer parce que je pense que le temps est assez serré et je voudrais garder du temps pour les questions parce que je pense qu'il y en aura un certain nombre. Donc je vais d'abord donner la parole à nos chercheurs. Martial, tout d'abord. Donc Martial, vous êtes à l'Institut Pierre-Simon Laplace et vous allez nous parler des solutions de rafraîchissement par les espaces verts et par la végétation qui apparaissent comme une évidence quand on parle de chaleur en ville, mais vous allez nous montrer qu'il y a des conditions et des limites parfois, même si, on l'a vu ce matin, la végétation a aussi plein d'autres bénéfices pour la ville et pour les êtres humains et pour la biodiversité. Merci pour l'introduction, Christian. Merci pour votre invitation à contribuer ici. En effet, nous allons parler des effets des parcs urbains sur l'atténuation de la chaleur en ville et avec un focus sur justement l'effet des régimes de temps, des régimes météorologiques. Je voudrais signaler donc les co-auteurs de ces travaux de l'Institut Pierre-Simon Laplace et du CNRM. Donc, commençons déjà par les effets de la végétation en termes d'atténuation de la chaleur. Donc, comme vous le savez, il y a deux effets principaux de cette végétation. Le premier effet qu'on appelle l'évapotranspiration, où à travers la circulation intérieure de la végétation, des racines à travers le tronc jusqu'aux feuilles, on a un effet rafraîchissant à travers l'évaporation qui a lieu. Et le deuxième effet, bien connu bien sûr, est l'aspect d'ombrage qu'apporte la végétation. Et donc c'est la combinaison de ces deux effets, avec une proportion plus importante sur l'effet d'ombrage. On dit parfois 2/3 de l'effet de rafraîchissement est lié à l'ombrage et 1/3 à l'évapotranspiration. Ça, c'est donc les deux phénomènes qu'on a de jour. Et de nuit, du coup, dans un environnement naturel, cet environnement naturel a stocké moins de chaleur que l'environnement bâti, notamment parce que les surfaces ont eu cette capacité de se refroidir. Et généralement, les espaces végétalisés donc, permettent aussi un refroidissement infrarouge plus rapide. Et à travers ça, refroidissent l'air environnant. Et donc, par contre, et c'est voilà, il y a un point important qui est le fait que cet effet, par exemple, d'évapotranspiration consomme de l'eau et que finalement ces effets ici nécessitent un continuum de qualité entre le sol, la végétation, l'air et l'eau. Et donc, ce n'est pas uniquement des questions liées aux végétaux, mais également le milieu dans lequel ils sont. Et puis leur effet combiné nécessite également plusieurs bénéfiques s'il y a plusieurs strates végétales, de végétation basse, moyenne et haute. Donc sur le slide suivant, on peut voir donc quelle est la problématique à laquelle on est confronté quand on veut utiliser la végétation pour se rafraîchir les environnements urbains. C'est que l'intensité de refroidissement qui est apportée par la végétation est extrêmement variable. Vous voyez ici un exemple, donc en septembre 2023, après une journée de forte chaleur à 35 degrés, on a deux systèmes de mesure, un dans l'environnement bâti proche de la place de la Madeleine, et puis dans un parc qui est situé non loin, qui est le jardin des Champs-Élysées. Vous voyez que ensuite, une fois que le soleil se couche, on a un différentiel de température entre ces deux environnements, on atteint à peu près 4 degrés de refroidissement supplémentaire dans le parc.
Si on regarde un jour qui est très, très proche, quelques jours plus tard, on a des conditions assez similaires en journée, 35 degrés. Et puis là, le soir, on dit, ah bah tiens, il n'y a plus d'effet rafraîchissant de la végétation. Du coup, on peut se poser la question, donc que se passe-t-il? Et c'était une partie des objectifs de notre étude. Donc pour faire cette étude sur justement la meilleure compréhension de la variabilité des effets rafraîchissants de la végétation, on s'est appuyé sur un dispositif de mesure dans le cadre du projet H2C qui a été très diversifié avec des sites de mesure dans les milieux bâtis centraux de la ville, mais également dans le 13e arrondissement. Plusieurs parcs urbains de différentes tailles ont été équipés. On s'est intéressé aussi aux grandes forêts à proximité de Paris, et puis on a utilisé également des données de la Tour Eiffel. Et là, on arrive à un point très important qui est qu'est-ce qui se passe non seulement proche de la surface, mais dans l'air qui est au-dessus de la ville, les premiers centaines, voire milliers de mètres au-dessus de la ville. Et là, on s'est appuyé sur des capteurs qui sont un petit peu moins usuels, comme un lidar, par exemple, pour mesurer les profils de vent et le profil de brassage de l'air au-dessus de la ville. Et puis, on a également déployé des mini-sondes qui permettent d'avoir des profils de température et d'humidité. Et ça, on en a lancé plus d'une centaine pendant la campagne de mesure. Alors, on s'est focalisé sur les périodes nocturnes, principalement pour étudier le refroidissement nocturne et comprendre les contrastes de température à l'intérieur de la ville. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux périodes nocturnes? Aude a montré ça ce matin. En effet, le phénomène d'îlot de chaleur, de différentiel de température entre l'environnement bâti et l'environnement naturel est un phénomène qui apparaît principalement la nuit. On voit qu'en journée, les contrastes de température sont beaucoup plus faibles. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces périodes nocturnes. Alors, maintenant, on a vu que, en effet, il y a des situations bien contrastées en termes d'impact de la végétation sur la température. Ici, sur cette figure, vous voyez en bas, donc c'est la différence de température entre le milieu bâti et la zone rurale, donc notre fameux îlot de chaleur urbain. Et vous voyez que les données se distribuent entre 2 degrés parfois, et parfois on a des données qui vont jusqu'à 10 degrés de différence de température entre le centre de Paris et la zone rurale périphérique. Et sur l'axe vertical, c'est la différence de température entre le milieu bâti et un parc urbain. Donc, et là, on voit que les données se distribuent entre des effets, parfois un parc peut être 1 degré plus frais que le bâti et jusqu'à 4-5 degrés. Mais ce qu'on voit, c'est que ces données sont fortement distribuées et sont aussi fortement colorées par les couleurs qu'on a mis ici. Et les couleurs indiquent en fait l'intensité du brassage de l'air au-dessus de la ville. On appelle ça la turbulence de l'air, le brassage. Et ça, on l'a mesuré avec un instrument, donc un lidar Doppler au-dessus de la ville. Et donc, on a trouvé que ces données se distribuent en fait dans 3 sous-ensembles. Nous, on a appelé ça donc des régimes de brassage de l'air. Et donc, vous voyez que les points plutôt colorés en bleu sont ceux où le brassage est très faible. Donc, on a un air qui est plutôt stagnant, alors que les points rouges se situent, donc, quand on a des faibles différences de température entre le bâti et le milieu végétalisé, se situent dans des régimes où le brassage est très fort. Donc, je vais vous présenter maintenant qu'est-ce qui se passe justement dans ces différents régimes. Ici, on a représenté à gauche le profil de la vitesse du vent donc par rapport au sol, au-dessus de la ville, donc en régime stagnant, et à droite, les profils de la température. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces régimes stagnants? Ce qui caractérise un régime stagnant et ce faible brassage, c'est qu'en surface, on va avoir un vent extrêmement faible. On va avoir, et ce vent extrêmement faible va avoir plusieurs conséquences. Il va faire que la différence de température entre les milieux bâtis et les milieux végétalisés, comme les parcs ou les forêts, va pouvoir s'accroître. Et ce qu'on voit ici, c'est que le milieu végétalisé, dans ces conditions stagnantes, se refroidit de manière beaucoup plus efficace
que le milieu bâti, et c'est ce qui va générer fort îlot de chaleur urbain et également fort différence de température entre un parc et le milieu bâti à proximité. Dans le deuxième régime, le régime de brassage intermédiaire, ce qu'on voit, c'est que le vent est du coup en surface beaucoup plus fort que dans le régime stagnant. Et ce qu'on voit l'effet sur les températures, c'est qu'on va avoir des différences de température au niveau de la surface qui vont être atténuées parce qu'on a plus de brassage. D'une part, parce que le refroidissement dans les zones végétalisées est un peu moins efficace dans ces conditions, et aussi parce que le brassage permet de distribuer le refroidissement des zones végétalisées aux zones bâties environnantes. Donc ça réduit les gradients. Et finalement, dans le troisième régime, le régime de forte turbulence, donc là, on a vraiment un brassage qui est massif, et en fait, ça lisse toutes les températures. Finalement, on retrouve des températures très homogènes à l'ensemble, à l'échelle et de la région, mais également à l'intérieur de la ville. Donc ça, on va le voir, ça va s'exprimer et à l'échelle régionale et à l'échelle locale. Donc regardons justement les écarts de température à l'échelle régionale. Donc vous avez 3 figures ici qui montrent l'évolution de la température en différentiel, c'est-à-dire qu'on dit qu'au moment où la température est maximum, on met la valeur à 0, toutes les valeurs à 0, et quelle est l'intensité du refroidissement en fonction de ces 3 régimes et en fonction de 3 sites où on se trouve. Donc en rouge, c'est ce qu'on a utilisé pour caractériser le milieu bâti, c'est nos stations qui sont proches du quartier Paris-Opéra. En orange, donc dans le parc Montsouris, et puis notre référence rurale en vert. Donc vous voyez qu'en régime stagnant, en fait, dès le coucher du soleil, il y a un très fort différentiel de température qui se met en place entre le régime bâti et d'une part le parc, qui peut se refroidir jusqu'à 4 degrés, parfois plus que le milieu bâti, et puis la zone rurale qui peut atteindre 8 degrés, par exemple, de refroidissement supplémentaire. Dès qu'on passe en régime intermédiaire puis turbulent, vous voyez que les écarts de température sont réduits, et donc il n'y a pas ce différentiel de température qui se met en place. D'une part, les parcs se refroidissent moins efficacement, et d'autre part, le refroidissement des parcs bénéficie aussi au milieu bâti environnant. La prochaine figure, c'est la même information, sauf qu'on a rajouté un point de mesure supplémentaire. On a pris ici les données, et on les voit en orange, qui ont été collectées sur le village olympique. Et on a voulu voir aussi s'il y avait des effets liés à la localisation, par exemple du village olympique dans la région, et également aux aménagements. Donc ce qu'on voit déjà en premier résultat, et j'irai plus dans les détails juste après, c'est qu'on se situe dans cette zone de Paris avec une capacité de refroidissement nocturne qui est légèrement meilleure que celle qu'on a en plein centre de Paris, à Paris-Opéra. On n'est pas tout à fait dans les conditions d'un grand parc urbain, mais dans une situation intermédiaire, et ça se voit donc dans le régime stagnant. Les résultats suivants concernent ce qu'on peut étudier maintenant. Là, on a vu donc à l'échelle plutôt régionale de ce qui se passe entre différents quartiers. Ici, maintenant, si on étudie les choses à l'échelle locale. Donc là, c'est donc une étude conduite par le CNRM, aussi dans le cadre d'H2C, où on a étudié l'impact de la taille des parcs et de leur configuration sur le refroidissement. Et à nouveau, on présente les résultats en fonction des régimes. Donc en bleu, ça correspond au régime stagnant, où on observe le plus de différences entre le milieu végétalisé et le milieu bâti. Donc ce que vous voyez, donc à gauche, vous avez le square Elie Wiesel qui fait moins de 1 hectare. Au milieu, ensuite, l'esplanade des Invalides, 7 hectares. Et puis 2 parcs, le Jardin des Champs-Élysées et le parc Montsouris, d'une 15aine d'hectares. Ce qu'on voit, un résultat important, est que même un square de petite taille, comme Elie Wiesel, a une capacité rafraîchissante intéressante de presque 2 degrés dans des conditions stagnantes.
Les parcs de plus grande taille, comme Champs-Élysées et Montsouris, eux, apportent entre 3 et 4 degrés de rafraîchissement en conditions stagnantes. Alors, et le grand espace, quand même 7 hectares des Invalides, qui est constitué en grande partie de végétation très basse, pelouse et tout ça, lui apporte un rafraîchissement qui est inférieur à celui d'un square qui comprend plusieurs strates végétales. Donc c'est pas uniquement la taille, mais également la manière dont ces espaces verts sont constitués qui va impacter leur capacité refroidissante. Le résultat suivant est que si on regarde encore plus à l'échelle locale, ce qu'on représente ici, avec les couleurs bleues et rouges, c'est les écarts de température donc à l'échelle d'un quartier. Donc là, c'est le parc Montsouris avec la cité universitaire ici. Ce qu'on voit, c'est que, et donc on a fait des transects à vélo sur différents parcours, et donc on voit que par rapport à une moyenne sur l'ensemble, on a au sein du parc donc des températures qui peuvent aller à plusieurs degrés inférieures à la moyenne. Et dans les rues adjacentes, on peut se retrouver avec parfois un différentiel de plus 3 degrés par rapport au parc. On voit notamment à droite du parc là, des gradients très forts entre deux rues qui sont proches, mais il y a une barrière d'immeubles continue entre ces deux rues. Et dans un régime stagnant, où il y a peu de brassage de l'air, en fait, le refroidissement apporté par la végétation bénéficie peu au milieu environnant. Et si on regarde maintenant dans un régime turbulent, on voit deux choses. On voit déjà que les gradients sont moins forts entre le bâti et le milieu végétalisé. Et également, si on peut voir aussi que on peut avoir une étendue finalement de la zone rafraîchie qui va être un petit peu plus grande en régime turbulent qu'en régime stagnant. Et dernier résultat dont je voudrais vous parler, c'est l'étude qu'on mène actuellement sur l'impact des aménagements du village olympique sur le confort thermique dans le quartier. Donc, en travaillant avec la Solidéo et Plaine Commune, donc il y a plusieurs stations météo qui sont installées dans le village, avec 2 stations qui représentent, alors en vert, l'environnement végétalisé, en bleu, ce qui va représenter les mesures d'une infrastructure bleue, donc proche de la Seine, et puis on a 2 stations plutôt qui représentent les rues plus bâties. Et si on regarde ce qui se passe en régime stagnant, donc si vous regardez les courbes vertes, qui est le parc, et la courbe bleue, qui est la station qui est proche de la Seine. Ici, on montre des différences de température. Donc 0, ça veut dire que la station est à la même température que le quartier Paris-Opéra. Donc en journée, on voit qu'on est proche de 0. Donc on est dans des températures de jour proches de celles qu'on rencontre dans l'hypercentre de Paris. Et puis dès qu'on approche du coucher du soleil, on voit que les températures, notamment l'infrastructure bleue et l'infrastructure verte, commencent à décroître avant celles des rues qui sont plus caractérisées par le bâti. Néanmoins, en fin de nuit, on voit que grâce aux aménagements qui permettent une assez bonne ventilation dans le village olympique, toutes les températures convergent et on se retrouve à peu près à 2 degrés de moins que l'hypercentre. Donc j'arrive maintenant à mes conclusions. Donc voilà, on voit que ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs effets à prendre en compte, des effets d'ombrage, d'évapotranspiration, de réduction d'accumulation de chaleur. Il y a des effets diurnes, et des effets nocturnes qui sont assez contrastés. Le brassage de l'air est quelque chose qui est un facteur à prendre en compte déjà pour identifier les processus, comprendre les processus, et en régime stagnant, c'est dans ces conditions-là qui vont révéler l'effet des aménagements locaux. Alors que quand on est dans un régime intermédiaire ou turbulent, les effets sont masqués, les effets locaux et les effets d'aménagement sont masqués et on se retrouve avec des températures plus homogènes.
En régime stagnant, les différences de température qu'on peut observer, donc l'ICU, on peut être entre 6 à 10 degrés plus frais dans les espaces entre le milieu rural que le milieu bâti. À l'échelle intra-urbain, entre un milieu bâti et parc, on est plutôt 2 à 4 degrés. Et puis un quartier sur lequel bioclimatique qui a été aménagé avec ces objectifs-là, on peut arriver aussi à des différences de l'ordre de 2 degrés. La différence à l'échelle locale, c'est que la taille, en effet, des espaces verts a une importance, mais aussi leur aménagement. Donc un parc d'1 hectare avec des multistrates végétales apporte un rafraîchissement qui est notable. Et bien sûr, si le parc est de plus grande taille, l'effet est plus important. Toujours en régime stagnant, et ces régimes stagnants sont quand même les régimes qui se produisent en cas de forte canicule, la propagation d'air frais des parcs urbains vers l'extérieur est limitée par les obstacles. Ça veut dire que pour aller se rafraîchir et bénéficier des conditions de rafraîchissement, il faut aller dans le parc ou à proximité. Et puis, ce qu'on voit, c'est que quand on travaille sur multiples effets comme l'ombrage, la capacité de circulation d'air, les matériaux, on peut aussi apporter des rafraîchissements nocturnes qui sont intéressants. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Martial. Je me tourne vers Jean-Marie Alessandrini du Centre scientifique et technique du bâtiment, qui va nous parler des questions de prise en compte de la chaleur dans les logements notamment, des questions de confort et voire de risque en cas de très forte chaleur. Bonjour. Plus que de parler des solutions, je vais parler de leurs limites et je vais vous présenter l'influence de l'îlot de chaleur urbain sur l'ambiance thermique intérieure. C'est un exposé à la fois sur les aspects qualitatifs et puis je vais vous donner quelques ordres de grandeur sur un cas d'application. Je peux avoir la diapositive suivante. Donc, un petit rappel sur les échanges entre le corps et l'ambiance. Donc, ceux-ci vont dépendre des conditions d'ambiance, de la température d'air, la température des parois, l'humidité et la vitesse d'air essentiellement. On s'est fixé dans notre étude des seuils sanitaires qu'on a repris et qu'on a retravaillé qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé. On a fixé 2 seuils, un seuil de jour à 30 degrés et un autre la nuit à 27 degrés. Ce sont des températures opératives, c'est-à-dire que c'est un mélange entre la température d'air et la température des parois. Des seuils qu'on a réétablis après des travaux avec ma collègue Wenchan Wei. Il s'agit bien, c'est pas une question de confort, hein, c'est bien des seuils à partir desquels, en dessous desquels, il n'y a pas on note pas de surveillance particulière ou de risque qui serait lié à la chaleur. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, sur cette diapositive, j'ai essayé de représenter de façon un peu simplifiée les transferts de chaleur en considérant la chaleur comme un flux qui navigue entre 3 réservoirs, le climat extérieur, le logement et puis le bâtiment. Dans la journée, quand il fait plus chaud à l'extérieur, le flux va aller naturellement vers l'intérieur. Une partie de ce flux va être stockée dans le bâtiment, de même qu'une partie du climat va venir chauffer la structure. Les moyens pour se protéger ou limiter finalement ces apports de chaleur, ils sont connus. C'est la protection solaire extérieure, comme on nous en a parlé à Poissy ce matin. L'isolation par l'extérieur, qui est indispensable. Et puis, ce qui est plus contraignant pour l'occupant, c'est réduire son activité. Sur la diapositive suivante, la nuit, la température va diminuer, ce qui va permettre en fait d'évacuer la chaleur du logement vers l'extérieur en ouvrant les fenêtres, ce qui va entraîner un flux de chaleur de la structure vers l'ambiance et également de la structure vers l'extérieur, et ce qui va permettre en fait de maintenir un cycle. Comme l'a montré Martial,
le problème de l'îlot de chaleur urbain, c'est que la nuit, on va avoir une température qui ne descend pas. Et on a une baisse aussi du vent. Et ce sont les deux moteurs qui permettent d'évacuer la chaleur. Donc à partir de là, on va avoir un confinement à l'intérieur du logement qui va monter en température. Et on n'a plus cette occasion d'évacuer la chaleur. Et donc... c'est un peu la double peine parce qu'en plus, la nuit, on a un seuil qui est plus bas pour maintenir une bonne qualité de sommeil et une bonne qualité de vie. Donc, c'est l'enjeu qu'on a observé et que je vais illustrer par la suite. C'est-à-dire que la nuit, c'est le seuil, c'est le critère seuil qui va permettre d'évaluer finalement la vulnérabilité du logement. Donc ça, c'est un bâtiment de la régie immobilière de la ville de Paris sur laquelle j'ai fait plusieurs travaux et je les remercie, qui est un logement dans un bâtiment qui est assez fin. Donc on a un logement traversant. Il est isolé par l'extérieur suite à des rénovations et il bénéficie de protection solaire très efficace avec des volets extérieurs blancs. Il a aussi une structure béton. Donc la structure béton, c'est des structures qui sont des revêtements intérieurs qui sont notamment avec le carrelage ou les refends qui sont très effusifs, donc qui vont pouvoir capter très rapidement la chaleur. Donc sur la diapositive suivante, je montre des premiers résultats. Donc j'ai simulé ce bâtiment avec le climat urbain qui m'a été fourni par le CNRM, je vais dire en entier, et puis et les régimes de vent qui ont été faits par les autres équipes du projet H2C. Et j'ai fait un calcul avec le climat de la Riboisière à l'été 2022 et j'ai relevé le nombre de nuits où la température dépasse le 27 degrés. C'est les petits bâtons bleus sur la figure de droite. Et pour 27 degrés, pour un seuil de température opérative de 27 degrés, je le dépasse pendant 19 nuits. Et avec le climat relevé au parc urbain de Montsouris, je descends à 7 nuits. Donc j'ai vraiment une diminution significative de l'exposition à la chaleur, du risque sanitaire. Mais ça reste quand même insuffisant parce que j'ai encore 7 nuits pendant lesquelles je dépasse mon seuil limite. Donc, sur la diapositive suivante, la suivante aussi, s'il vous plaît. Voilà, donc là j'ai étudié ici, là plus particulièrement, on a fait une sensibilité au renouvellement d'air avec un vent à 0,5 m/s, donc extrêmement faible, qui est le vent moyen observé au centre de Paris pendant l'été 2022. Je représente ici chaque point ou chaque croix représente en fait une séquence climatique qui, avec en abscisse, vous avez la température de la masse, enfin ce qui représente la température de la masse, la température moyenne de la masse, c'est une température extérieure sur plusieurs jours, le temps de charger le bâtiment. Et en ordonnée, c'est l'écart de température entre le jour suivant et cette séquence-là. Alors cette représentation un peu plus complexe, elle a un gros avantage, c'est qu'elle me permet de séparer toutes les séquences pour lesquelles, à l'intérieur, je vais avoir une température opérative au-delà de 27 degrés, en rouge, et les séquences pour lesquelles je vais avoir une température inférieure à 27 degrés. Et ça, ce travail-là va me permettre, cette représentation-là, va me permettre de dresser finalement les limites plus facilement les limites de fonctionnement de mon bâtiment. Et ce qu'on observe, c'est avec une section de passage de 20%, par exemple avec des fenêtres oscillantes, on va dépasser la température de 27 degrés pendant 55% du temps, alors qu'avec une section de passage de 50%, à l'instar de fenêtres coulissantes, on va dépasser ce seuil que 32% du temps. 32%, ça reste quand même élevé, c'est un tiers du temps. Et là encore, on rencontre des limites. Je vais passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît.
pour montrer quelques exemples, parce que en fait ce qu'on retient surtout, c'est que il n'y a pas une solution technique. J'ai pas une solution technique à proposer, idéale et universelle. Je pense que ça se joue à différentes échelles et que chaque acteur qui a un rôle à chaque échelle spatiale peut agir à sa façon. Donc là, j'ai donné une image de Bastia, en Haute-Corse, où il y a des parcs urbains, alors maintenant il n'y en a plus beaucoup, mais qui permettent de réduire les nuisances extérieures, à commencer à réduire l'augmentation de température. C'est intéressant à condition que les occupants puissent ouvrir leurs fenêtres. Et pour qu'ils puissent ouvrir leurs fenêtres, il faut que les nuisances extérieures véhiculées par l'air ne pénètrent pas à l'intérieur, et à commencer par les nuisances sonores qui sont extrêmement pénibles. Et là, par exemple, je donne un exemple à Berlin, où la vitesse est limitée à 30 km/h la nuit pour limiter justement les nuisances sonores. Sur la diapositive suivante, merci, je donne quelques exemples à l'échelle de la paroi. Donc les protections solaires, pour peu qu'elles soient disponibles, présentent une solution intéressante, enfin indispensable plutôt. On a aussi des possibilités de végétalisation. Donc là, j'ai mis deux images, une à Berlin et puis la biodiversité cristolienne. On voit quand même que ça altère le confort lumineux. Et puis j'ai donné une autre image à Aix-la-Chapelle où on combine à la fois des protections solaires et une climatisation, sans oublier les externalités. Sur la diapositive suivante, voilà. Alors ça, c'est un autre exemple. Tout ça, en fait, toutes ces solutions, elles vont fonctionner, mais ça va dépendre quand même en grande partie de l'action de l'occupant, qui est vraiment l'acteur, qui va être un acteur prédominant. Alors, c'est pas sans contrainte pour lui. Là, j'ai donné une image, une affichette que j'ai trouvée à l'hôpital d'Innsbruck, où dans un service de maternité, il est demandé une discipline assez stricte sur l'utilisation de l'ouverture des fenêtres et de la fermeture des stores. Là aussi, c'est délicat pour les patients qui restent longtemps sur les lieux dans ce service-là. Où c'est difficile de rester tout le temps avec les stores fermés, avec peu de lumière. Donc ça demande une discipline et un effort quand même pour les occupants. Voilà, pour conclure, bon, l'enjeu c'est la nuit. Dès lors qu'on a une activité plutôt au repos et qu'on peut se protéger de la chaleur avec des protections solaires dans des bâtiments isolés. L'îlot de chaleur urbain, ça freine tout ce qui est évacuation de la chaleur avec des nuits chaudes et des vents faibles. Une adaptation à différentes échelles spatiales. Et même en les combinant, les solutions rencontrent toutes des limites. Et c'est très important de les connaître parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de sécuriser et apporter les garanties aux occupants que la solution qu'on apporte, eh bien, elle va les protéger jusqu'à un certain point et ça oblige d'imaginer les actions à mettre en œuvre quand on va dépasser en fait ces limites. Donc, c'est des travaux qui demandent quand même des approfondissements, notamment sur les indicateurs et les seuils sanitaires, notamment la nuit. Voilà. Sur la détermination des limites de fonctionnement, donc j'ai proposé une représentation. Elle est prometteuse parce qu'elle est simple et qu'elle permet aussi d'être exploitée avec des informations météorologiques à l'échelle de la journée. Mais c'est difficile de vraiment évaluer la valeur de l'abscisse, donc elle demande à être consolidée, à être expérimentée, avec des mesures notamment. Et finalement, les limites permettent de sécuriser, mais pour aller plus loin, pour avoir vraiment une information fiable, il faudrait conduire complètement l'analyse de risque et établir la probabilité d'occurrence
sur de longues périodes. Or, c'est un peu la difficulté sur les mesures en ville. On a des périodes finalement ponctuelles et pas des grandes chroniques comme on peut les avoir sur les stations météorologiques de Météo France. Je vous remercie. Merci Jean-Marie. Donc je vous propose, comme ce matin, de garder vos questions pour la fin de la séquence. Je me tourne maintenant vers notre grand témoin, Valérie Masson, donc qui joue le rôle de fil rouge entre les différentes séquences. Donc nous allons continuer autour du village olympique, finalement, donc par rapport au thème de notre séquence. Donc pouvez-vous nous expliquer en quoi et comment la prise en compte du confort d'été a été un enjeu, donc à la fois pour les athlètes et dans la conception du rafraîchissement du village, tant dans les espaces intérieurs que dans les espaces extérieurs. La marche. Donc le confort d'été a été un enjeu dès le début par la Solidéo pour la conception du village olympique. Bon, il y a déjà eu un exposé ce matin lors de la première table ronde. Ça a été pour les Jeux olympiques, mais surtout aussi pour la phase d'héritage, c'est-à-dire maintenant. Il y avait des contraintes pour les athlètes, mais maintenant le village, à partir de cette année, il va être à nouveau habité par à peu près 6000 habitants, et il va y avoir aussi des salariés, des bureaux, etc. Donc en phase d'héritage, ils ont travaillé le projet initialement de façon à avoir à être adapté au climat futur. Donc il y a aussi un écoquartier par exemple sur l'île Saint-Denis, et il y a donc Martial a parlé, il y a une thèse qui va commencer à l'IPSL pour étudier les problématiques de confort extérieur dans le village. Donc ça a été fait comment? Donc il y a d'abord eu un plan de masse qui a été fait très en amont dans le village, et ce qu'on a vu donc sur les photos là ce matin, c'est que il y a des grandes avenues entre les bâtiments qui sont perpendiculaires à la Seine. Ça, c'est pour permettre de la ventilation et de l'air plus frais de la Seine vers l'intérieur du quartier. Donc ça, c'est quelque chose cette problématique de ventilation, c'est aussi quelque chose qui peut être mis en œuvre dans n'importe quel territoire en prenant avantage des caractéristiques géographiques locales. Par exemple, une colline, la nuit, ça peut produire de l'air frais qui descend. Il faut favoriser l'air frais qui descend. Comme ça, c'est par exemple le cas à Stuttgart, par exemple dans les plans d'urbanisme de Stuttgart depuis la Deuxième Guerre. Et en Chine aussi, il y a beaucoup de travaux sur favoriser la ventilation dans l'aménagement urbain. Ça, c'est pour ramener de l'air frais de l'extérieur vers le centre-ville. Ça peut aussi être fait, par exemple à Hong Kong, où il y a des trous dans les bâtiments, c'est-à-dire qu'au milieu du bâtiment du gratte-ciel, il y a quelques étages où on enlève les appartements de façon à faire un trou dans le bâtiment, favoriser la ventilation. Bon, en région parisienne, j'en connais qu'un de bâtiment adapté comme ça avec des trous, c'est l'université de Jussieu, où tout le rez-de-chaussée, c'est un grand trou. Donc, c'est très adapté pour le confort d'été. À voir, vous pourrez faire des mesures. Bon, je pense que pour le confort d'hiver, par contre, c'est... Après, ce bâtiment, il était conçu initialement pour être construit au Brésil, si je me souviens bien. Voilà. Donc après, il y a pour revenir au village olympique, il y a les bâtiments. Donc, à partir de 2019, l'idée, c'était comment construire les bâtiments. Donc là, il y avait des appels d'offres auprès des architectes. Et l'idée, c'était d'éviter d'utiliser la clim. Donc c'est ce qu'ils ont réussi à le faire pour les Jeux Olympiques. Il y a très peu de délégations qui ont effectivement eu recours à la climatisation, comme ça a été mentionné. Et la question, c'est comment est-ce qu'ils ont fait l'appel d'offres auprès des architectes. Ils leur ont fourni des conditions météorologiques actuelles, mais aussi des conditions météorologiques de 2025 et de 2050. Pour des conditions climatiques, soit des étés normaux de 2050, ce qui fait déjà chaud, mais aussi des étés caniculaires de 2050. Donc ces fichiers ont été produits par Météo France en utilisant des simulations climatiques de ces années-là, mais ça a permis de donner directement au cabinet d'architectes
pour les constructions des bâtiments, des conditions de climat futur. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut s'attacher à faire aussi dans le futur pour être sûr que les futurs bâtiments qui sont construits maintenant sont adaptés au changement climatique. Merci Valérie. Donc nous allons maintenant passer à la partie table ronde de notre séquence. Donc je vais donner la parole donc à nos 3 invités, parties prenantes, comme on les appelle dans notre programme H2C. Nicolas Herbreteau, donc vous êtes de l'Agence régionale de santé. Je pense dire que vous allez voir que nous avons 3 niveaux d'expérience assez complémentaires et assez différents finalement. Donc Nicolas Herbreteau d'une agence régionale, David Lebagnier d'un bureau d'études et Léa Morfoise de la ville de Paris. Nicolas, tout d'abord, vous allez nous parler notamment de comment prendre en compte les enjeux de santé de manière peut-être plus transversale dans les planifications, dans les programmations, dans les projets en général. Je vous donne le micro, celui-là il marche. Merci. Effectivement, je vais vous parler de comment l'Agence régionale de santé prend en compte ces différentes problématiques de santé qui sont liées au changement climatique, plus particulièrement aux questions de chaleur. On a 2 outils de planification au sein de l'ARS qu'on mobilise autour de ces sujets-là, entre autres. Ce sont le projet régional de santé d'un côté et le plan régional santé-environnement de l'autre. Alors le projet régional de santé, il va plutôt, lui, se centrer sur le système de santé, pour caricaturer un petit peu, ça va au-delà de ça, mais le focus est quand même mis sur le système de santé. Il y a un des premiers points par rapport à ces questions de situation sanitaire exceptionnelle, c'est de les préparer et puis assurer la gestion de ces situations, donc dans les différents établissements que compose le système de santé. Pour la petite histoire, moi j'ai pris poste en 2003, en juillet 2003, à la DAS de Cergy, sur le sujet de la préparation à la gestion de crise. Quelques semaines après, j'ai découvert ce que c'était que la gestion de crise. Alors autant vous dire qu'on n'était pas préparé et que la gestion s'est plutôt limitée à trouver des entrepôts frigorifiques pour déposer les corps, malheureusement. Ça a été une expérience particulière pour moi et pour tout le système de santé aussi. Et c'est vrai que le plan canicule qui a été lancé dès l'année suivante a permis vraiment là de lancer vraiment une mobilisation autour de ces enjeux. Et aujourd'hui, on a un système qui permet à peu près de gérer ces situations-là, en tout cas dans le dispositif de santé. L'action, notamment au travers du projet régional de santé, c'est aussi développer tout ce qui va être la prévention et la réduction des impacts à plus long terme. Donc c'est notamment faire en sorte que le système de santé soit résilient par rapport à ce changement climatique et à ces questions d'augmentation de chaleur. Alors il y a plein d'autres phénomènes à prendre en considération, le risque d'inondation, le risque de rupture d'alimentation électrique. En tout cas, voilà, donc il y a vraiment un travail de fond pour faire en sorte que le système puisse se maintenir face à ces situations-là. C'est aussi prendre en considération comment ce changement climatique va modifier les pathologies à prendre en charge. Et donc, c'est d'anticiper, adapter l'offre de santé à toutes ces nouvelles problématiques qui se posent. Avec la chaleur, le changement climatique, on a de nouvelles problématiques qui arrivent, les maladies vectorielles transmises par les moustiques tigres, les allergies respiratoires avec l'augmentation des pollens, notamment l'apparition de certains pollens d'espèces particulièrement problématiques comme l'ambroisie, des questions de santé mentale aussi qui sont liées à l'exposition à la chaleur, notamment dans des logements. Donc voilà, donc il y a tous ces aspects-là qui sont pris en considération au travers de ce projet régional de santé. Le PRSE 4, le plan régional santé-environnement, lui, il a plutôt une approche territoriale et populationnelle, et lui va plutôt être dans d'une part rechercher, identifier comment le réchauffement climatique a des effets sur un certain nombre de déterminants environnementaux qui agissent sur notre état de santé. Par exemple, sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'émergence d'espèces animales et végétales invasives, les maladies vectorielles. Donc on a déjà ce travail qui est mené dans ce cadre-là, de
d'anticiper ce que ça va, ces évolutions du changement climatique vont avoir comme impact sur la santé au travers de la modification de ces facteurs environnementaux. C'est évidemment aussi développer les actions de prévention pour se prémunir face à ces nouvelles menaces et notamment, je prends l'exemple du moustique tigre qui aujourd'hui, je pense que tout le monde en fait les frais chez soi. Voilà, il y a un certain nombre de gestes qu'on n'avait pas encore il y a quelques années, qu'on commence à intégrer pour éviter le développement des gîtes larvaires des moustiques, par exemple. Au-delà de ces actions de prévention, c'est aussi faire en sorte que ces problématiques, ces enjeux de santé qui sont liés au changement climatique soient intégrés dans les politiques publiques locales. Et donc, on a aussi, et c'est un point important du PRSE 4, plusieurs actions qui vont viser justement à insuffler ces questions d'enjeux, ces questions de santé dans les différents plans de documents d'urbanisme, les projets d'aménagement peuvent avoir lieu, et puis évidemment dans tous les plans qui ont de lutte contre les effets du changement climatique. On a un certain nombre d'actions qui vont pousser à développer la renaturation, identifier les zones refuge, notamment climatiques, à l'intérieur des villes, agir sur la multi-exposition environnementale. On va prendre en considération les impacts de la chaleur, mais également les autres effets, notamment l'exposition à la pollution de l'air, à la pollution du bruit, pour agir de façon complémentaire. Et donc, tout ça se mène évidemment aussi au quotidien pour l'ARS, et c'est notamment de développer un plaidoyer auprès de ces collectivités territoriales et de tous les décideurs qu'on peut avoir au niveau local pour insuffler les principes de l'urbanisme favorable à la santé dans tous ces projets. Ça passe notamment avec des dispositifs incitatifs, notamment dans le cadre du PRSE 4, avec des appels à projets pour justement expérimenter des solutions, valoriser des expériences qui ont fait leurs preuves. Mais c'est aussi élaborer des outils d'aide au diagnostic, à la définition de plans et de stratégies d'action. On a ces mêmes actions au travers de nos partenariats qu'on peut avoir au niveau local, notamment avec les maires dans les contrats locaux de santé. Et c'est aussi, en fait, l'ARS, au quotidien, donne des avis sanitaires sur l'ensemble des documents d'urbanisme, sur les principaux projets d'aménagement. Et donc, toutes ces questions de lien entre changement climatique, particulièrement la chaleur, et santé sont à chaque fois évoqués dans nos avis pour vraiment prendre en considération ces éléments. Évidemment, ce n'est pas un effet immédiat sur l'action, mais c'est plaidoyer contribue au fil du temps à prendre conscience de ces problématiques-là. Et on travaille notamment avec la mission régionale de l'autorité environnementale qui porte aussi ces éléments-là dans ses avis qui vont avoir un impact certain sur un certain nombre de projets. C'est pour nous aussi, dans toutes ces actions, c'est aussi avoir un certain nombre de points de vigilance par rapport à tout ce qui peut être mis en place pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. C'est notamment de s'assurer qu'il n'y a pas des effets indésirables qui sont associés à ces mesures qui peuvent être développées. Quand on pense à la végétalisation ou à la désimperméabilisation, on crée peut-être des conditions plus favorables justement au développement du moustique tigre, au développement de certaines espèces végétales à fort impact pollinique. Et donc, du coup, c'est toujours essayer d'anticiper ces éventuels effets antagonistes pour évidemment réussir à maximiser les bénéfices et à réduire au maximum les effets négatifs. Puis le deuxième point sur lequel on est vigilant, c'est le fait de prendre en considération l'inégalité de santé. C'est-à-dire que évidemment, les mesures pour lutter contre la chaleur doivent être mises en œuvre partout, mais il faut évidemment envisager le fait
d'agir tout d'abord pour ceux qui en ont le plus besoin. Et il y a ce besoin de prioriser l'action et donc de savoir identifier les vulnérabilités sociales et territoriales pour pouvoir faire en sorte que les actions qu'on développe au niveau local bénéficient tout d'abord à ceux qui en ont le plus besoin. Et le logement, dans ce domaine-là, est une source quand même importante d'inégalité de santé. Et on constate particulièrement dans l'habitat collectif dégradé, notamment avec cette notion de confort d'été qui aujourd'hui, notamment dans toutes les procédures qu'on peut mener sur l'insalubrité de l'habitat, n'est pas un critère qui qualifie ce cas d'insalubrité. Là, on sait évidemment que un habitat mal isolé, qui ne pose pas de volet extérieur, qui a des problématiques de renouvellement de l'air, peut être un facteur de risque majeur pour la santé physique et puis mentale de ses occupants quand il y a des périodes de chaleur longues, évidemment directs et immédiats, mais aussi des effets à plus long terme, avec notamment une diffusion importante des composés organiques volatiles qui émanent des matériaux, des mobiliers. Voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer, développement des moisissures qui peuvent donc avoir des impacts, altérer la santé respiratoire des occupants. Donc voilà, donc c'est tous ces aspects-là qu'on va étudier, mais pour pouvoir les étudier, on a besoin évidemment d'avoir un certain nombre d'informations et puis de toujours renforcer nos connaissances, d'avoir plus de matière pour organiser notre réponse collective autour de ces sujets et puis plus individualisée quand on rentre vraiment dans le vif des problématiques logement par logement. Et clairement, les données croisées que peuvent fournir, notamment le projet de recherche H2C, est vraiment important. Donc, on est vraiment très, très attentif à ce que va pouvoir donner ce projet de recherche, surtout la plateforme d'analyse multicritères qui en découle, qui va être un élément majeur pour justement développer nos stratégies d'action. Merci beaucoup, Nicolas. David, donc, vous allez nous parler maintenant de votre expérience en bureau d'études. Nous avons discuté, nous avons vu qu'il y a pas mal de solutions qui émergent, finalement, mais ces solutions posent toujours la question de leur massification. Comment peut-on répondre à hauteur des enjeux, qui, on voit, sont des enjeux très très forts? Comment prioriser ces différentes interventions? Y a-t-il des solutions sans regret? Voilà, je vous laisse nous exposer ça. Bonjour, merci de nous donner la parole. Je vais d'abord commencer par parler d'un manifeste qu'on a publié avec d'autres bureaux d'études qui porte 3 messages clés. Donc ça, c'était en 2024. Le premier message, le premier point de ce manifeste, c'est qu'il y a un foisonnement de solutions. On est bombardé sur LinkedIn et autres, de solutions qui vont tout changer au confort dans le logement. Je vais beaucoup parler de logement, des peintures blanches, des isolants biosourcés, des volets et autres. Et donc, il nous a semblé important de recentrer le débat et de réidentifier les 4 leviers qui ont un impact majeur. C'est pas que les autres n'ont pas d'impact, mais c'est secondaire. Les 4 leviers, ils ont déjà été très bien présentés par Jean-Marie. C'est mettre des volets à l'extérieur des fenêtres, c'est d'ouvrir les fenêtres, même si c'est pas toujours simple, je vais en reparler. Mais il y a plein de méthodes pour favoriser l'ouverture des fenêtres. C'est mettre des brasseurs d'air plafonniers, qui est une solution très courante dans plein d'autres pays, notamment aux États-Unis, dans certains États où c'est très, très courant. Et puis d'améliorer l'isolation thermique du bâtiment. Voilà. Pourquoi on a essayé de recentrer le débat pour éviter l'éparpillement qui amenait à l'immobilisme, c'est-à-dire que plus personne faisait rien et qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on recentre et en attendant des super simulations, des travaux collectifs à l'échelle nationale qui vont mettre des années à sortir, eh bien, vous pouvez agir concrètement dès maintenant en appliquant ces 4 leviers, même s'il y a bien évidemment plein de nuances. Donc c'est ça qu'on a appelé des actions sans regret. Le deuxième point, et c'est trivial, c'était de dire, quand vous appliquez ça, il faut un minimum prendre en compte les occupants. Ça a été aussi présenté par
Jean-Marie, c'est que ça c'est du bon sens. Je ne sais même pas s'il y a besoin d'un bureau d'études pour réfléchir à ça. C'est qui est-ce qui va ouvrir les fenêtres, si je parle de logement par exemple dans un collège, qui les ouvre, qui les ferme, est-ce que ça marche et autres. Ça c'est un travail c'est pas un travail de technicien, c'est du bon sens. Et ensuite, se poser la question de quel impact ont chacune de ces solutions. Les volets, vous l'avez compris, c'est une solution qui a un fort impact, qui a beaucoup de bénéfices, mais si je mets un volet roulant, par exemple, quand on le ferme, on ne voit plus dehors, il y a peu de lumière à passer. Donc on va sélectionner des volets qui laissent passer la lumière. C'est l'objet de la photo en bas à gauche. Vous pouvez la prendre tous les étés dans les bâtiments à balcon filant de Paris, là, des années 80. Eh bien, il y a toujours plein de gens qui ont les volets fermés, et d'autres qui ont des storbanes, ou d'autres qui essayent de se faire un espace extérieur ombragé avec des parasols, par exemple. Voilà, donc une occultation qui laisse passer la lumière, qui est persiennée, qu'on voit régulièrement dans le sud de l'Europe, ou même à Lyon, qui était dans l'architecture vernaculaire, eh bien, ça doit être systématique. Le volet, ça suffit pas, il faut un volet qui laisse passer la lumière, et qui, idéalement, permet de voir dehors. Ouvrir les fenêtres, il y a plein de choses qui empêchent d'ouvrir les fenêtres, les moustiquaires, enfin les moustiques, donc il faut mettre des moustiquaires. Le risque d'effraction au rez-de-chaussée, ça c'est la photo, la deuxième en partant de la gauche en haut à gauche. Eh bien, on voit souvent dans le centre parisien des volets à lame ajourés dans le rez-de-chaussée qui n'étaient pas prévus sur les étages pour permettre d'ouvrir les fenêtres en gardant l'intimité et la sécurité. On voyait des grilles aussi. C'est des réflexes qu'on voit plus sur les logements neufs. Et donc, j'ai habité dans ce genre de logement. On n'est pas à l'aise d'ouvrir la fenêtre. Le bruit, effectivement, rendre les villes plus calmes, des deux roues électriques, par exemple, plein d'autres choses. Et puis penser à la capacité de la personne à ouvrir la fenêtre. Une personne âgée ne va pas se pencher pour aller attraper un volet battant et le manipuler 2-3 fois par jour. C'est difficilement envisageable. Ça, c'était le deuxième point, prendre en compte l'occupant et ses capacités et le contexte. Le troisième point, c'est l'exercice qu'a fait Jean-Marie, d'évaluer le confort dans les bâtiments. Quand c'est fait par un chercheur, c'est bien fait, sauf que tous les bureaux d'études n'ont pas les mêmes compétences et les mêmes qualités que le CSTB, et donc il nous a semblé important de dire qu'il fallait un cadre. On a essayé, il y a un cadre à mener parce que ces calculs, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Et donc le premier sujet, c'est quel climat on utilise. Pour le moment, au moment du manifeste, même aujourd'hui, en fait, on s'est pas mis d'accord sur quel climat on associait à nos simulations. Est-ce que c'est la canicule la pire qu'on a vécue, les 10% des canicules les pires qu'on a vécues? Est-ce que c'est le climat moyen de 2050, les 10% des canicules? Donc il y a la traque là. On commence à avoir des fichiers météo qui se projettent dans le futur, mais c'est à l'échelle régionale, ça met dans la même région Agen et Toulouse. Donc voilà, en attendant que tout ça se perfectionne, on a fait une proposition, et puis elle servira au débat si jamais il y a des groupes qui en parlent. Ça, c'était le manifeste. Et puis en discutant avec Jean-Marie avant, ça peut donner l'impression, quand on lit le manifeste, de se dire, on va mettre des volets, des brasseurs d'air, et puis le problème, il est réglé. En fait, c'est vrai que toutes ces solutions, elles ont des limites, elles n'ont pas le même impact selon le contexte d'application, et que ça demande un rôle de l'occupant important, donc ça ne va pas marcher tout le temps. Moi, je suis persuadé que ça peut marcher en banlieue de Rennes, calme, de mettre des brasseurs d'air et des volets, ça suffira, et d'inciter à l'ouverture de la fenêtre. Un T1 mono-orienté dans une rue bruyante à Paris, ce ne sera pas suffisant. Donc, là, il y a un tabou à lever, mais qui est en train d'être levé. Un tabou qui est un tabou dans mon bureau d'études aussi, c'est celui du rafraîchissement actif, de la climatisation, quoi. Et donc, la climatisation va avoir un rôle à jouer. Après, la question, c'est de savoir si on met climatisation plus solution passive, parce que toutes ces solutions passives que j'ai évoquées ont un coût. J'ai en tête, par exemple, I3F, un bailleur social qui a appliqué ça sur une de ses opérations récemment. Il a coché toutes les cases de ce que je viens de dire, c'est 10 000 € au logement. Avec 10 000 € au logement, on peut se payer une bonne climatisation. Donc, et puis, si on veut se la payer un jour, dans 20 ans, ce sera de l'argent en plus à mettre. Nous, on est convaincus qu'il faut quand même faire les solutions passives, pour plein de raisons. Déjà, dans plein de cas, ça suffira. Donc, il faut déjà faire une phase de déploiement massif des volets, des brasseurs d'air et autres, pour que les gens s'habituent, apprennent à les utiliser avant de passer à la climatisation. Ça donne de la robustesse au logement. Une panne de climatisation, une incapacité de payer des factures d'électricité qui vont augmenter dans 20 ou 30 ans,
ou tout autre aléa. Voilà, ça diminue les consommations de climatisation, de mobiliser ces solutions passives. C'était un peu l'objet de la photo de Alger à gauche. À Alger, il y a la climatisation, mais on fait quand même des aménagements pour garder l'intimité, pour faire de la ventilation naturelle. Voilà, enfin, les deux sont compatibles. Et puis, ça peut permettre de limiter les puissances de climatisation à prévoir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des solutions techniques qui pourraient permettre de faciliter l'intégration d'une petite puissance de climatisation dans des immeubles collectifs. Dans une maison individuelle, des grosses clims, il y en aura. Dans les immeubles collectifs, c'est parfois pas de clim parce qu'on ne sait pas comment l'intégrer. Et donc d'avoir un tout petit besoin de climatisation et de l'associer avec des solutions passives, ça peut faciliter le traitement des logements. Et ensuite, la clim, même si elle a une image de produit asiatique, discount, en fait, c'est un système de chauffage performant. C'est une PAC RR. Ça a des très bons COP, ça a une très bonne durée de vie, si tant est qu'on utilise du matériel certifié. Et donc, et d'ailleurs, cette clim, cette PAC RR, elle va jouer un rôle fort dans la décarbonation du bâtiment. Elle va venir prendre la place, dans certains cas, du gaz individuel, du chauffage électrique qui n'est pas performant, qui est soit carboné ou le chauffage électrique qui amène des factures importantes. Et donc, il faut qu'on coordonne ça. Le pire qu'on voit aujourd'hui, c'est un logement avec une chaudière gaz et une clim dans le salon. On a tout loupé parce qu'en fait, cette clim, elle aurait pu prendre la place de la chaudière gaz. On aurait pu couper le gaz, enlever son abonnement et ses émissions carbone. Pour le moment, c'est pas très bien orchestré, tout ça. Et ensuite, je fais un dernier point sur les pratiques actuelles. On m'a demandé ça, c'est intéressant. C'est où est-ce qu'on en est actuellement ? Donc, il y a une prise de conscience générale, mais pour le moment, c'est à l'échelle d'expérimentation, je trouve. Et on a des réglementations quand même qui encadrent ça. Par exemple, dans la construction neuve, on a la RE 2020 qui oblige à mettre des volets, qui nous demande, il y a un indicateur qui qualifie l'inconfort avec la canicule de 2003. Voilà. Donc il y a déjà des choses, des briques qui sont amenées, mais quand on voit les incidences techniques concrètes que ça a sur la conception des bâtiments, nous on juge que c'est encore insuffisant, c'est une bonne première étape, mais qu'il faudrait améliorer ces réglementations et les rendre plus exigeantes. Pour le moment, cette réglementation Euro 2020, elle change les pratiques dans le sud-est de la France, à Paris. Les bâtiments qu'on construit sous l'égide de cette réglementation, c'est les mêmes que ceux qu'on construit en RT 2012 et en RT 2005. Voilà. Le point aussi, c'est par exemple, j'ai beaucoup parlé de volets. Si j'illustre ça dans les pratiques actuelles, le volet, il n'est pas choisi par le bureau d'études, pas choisi pour ces raisons de laisser passer l'air, protéger l'intimité, le caractère anti-effraction. C'est un caractère architectural, d'animation de façade, et ces réflexes de conception, je suis même pas sûr qu'ils soient dans les têtes de tous les techniciens de mon bureau d'études ou de tous les architectes et autres. Donc il y a une acculturation qui est en cours et qui va venir. Et l'autre point, nous, qu'on aimerait introduire dans ces réglementations, c'est de se dire, parce que tout ça, ça a un coût, de se dire il y a des choses à faire, mais on peut aussi penser des bâtiments qui sont en capacité d'évoluer demain. Facilement, sans trop de coûts. Des brasseurs d'air, on met juste une platine, un raccordement électrique et on ne le met pas, ou on en met un par logement pour sensibiliser à l'intérêt. La clim, on ne la met pas, on met juste des émetteurs de chauffage qui vont pouvoir diffuser du froid. Ça aussi, ça a un coût, mais en fait, bien malin celui qui sait, dans la vie du bâtiment, on construit des bâtiments pour un siècle, lesquels auront besoin de froid ou pas. Et donc, quand on met un émetteur de chauffage réversible, ce qui n'est pas le cas d'un radiateur à eau classique, eh bien, on facilite l'évolution de ce bâtiment durant sa vie. Aujourd'hui, quand on est sur aujourd'hui, c'est introduire du rafraîchissement performant dans des bâtiments existants équipés de radiateurs à eau, c'est compliqué. On le constate tous les jours, donc il faut qu'on anticipe ça. Et ça, c'est pas du tout un réflexe d'aujourd'hui. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci de votre attention. Merci David. Bien. Léa, je me tourne vers vous maintenant. Nous allons parler de l'expérience de la ville de Paris. J'ai retenu de la matinée que les enjeux de chaleur se posaient aussi dans les milieux ruraux, mais la ville de Paris a une densité très très forte. Elle a des spécificités aussi en termes de vulnérabilité. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Donc moi, je suis responsable du département adaptation climatique à la direction de la transition écologique et du climat, donc la DTEC à la ville de Paris. Donc à la ville, je voudrais préciser, on est quand même beaucoup à travailler sur des enjeux d'atténuation et d'adaptation. Donc nous, on a une particularité à la direction de la transition écologique et du climat
qui est de travailler sur des expérimentations, des projets pilotes, avant justement la phase de massification des solutions. Donc, ce qu'on fait, nous, dans notre équipe, c'est on fait beaucoup d'études qui nous permettent déjà de savoir à quel climat, enfin David en a parlé tout à l'heure, mais à quel climat on va devoir s'adapter à Paris, quels sont les aléas, quels sont les risques associés. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une trajectoire d'adaptation au changement climatique au niveau étatique, et on est en train, nous, on s'est lancé dans le travail de justement l'appliquer à Paris et donc la décliner spécifiquement sur le territoire parisien. Donc c'est un exercice c'est un exercice qu'on fait régulièrement. En 2012, on avait déjà établi un atlas des vulnérabilités de Paris qu'on a remis à jour en 2021. C'est à partir de cet atlas des forces et des vulnérabilités qu'on a construit on a adossé notre plan climat, donc qui a été adopté l'année dernière en Conseil de Paris. Donc on fait principalement ces études, on travaille beaucoup avec Météo France. Ce sont également des études qui nous permettent de valider ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans les expérimentations qu'on mène, et justement après de pouvoir ajuster avant de les déployer à grande échelle. On travaille aussi donc sur la mise en œuvre de ces 2 projets pilotes et donc d'expérimentation, comme je l'ai dit, et je vais y revenir tout à l'heure. Et on travaille beaucoup sur un sujet sensibilisation, formation du grand public sur les enjeux, les principaux risques à Paris, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les questions de chaleur urbaine. Alors nous, on a une double approche. En fait, nos équipes on a 2 équipes qui ont été réunies à partir de l'été dernier, donc de cet été, il y a 2 mois, qui sont adaptation et résilience. Donc moi, je proviens initialement de l'équipe résilience, donc on a une double lecture vraiment dans notre équipe sur l'anticipation des risques, qui englobe les risques climatiques, mais pas que, la préparation et l'adaptation. Donc aujourd'hui, voilà, ces 2, le sujet adaptation climatique et résilience sont abordés vraiment de front. On s'appuie sur 2 plans très structurants. Donc comme je l'ai mentionné, le plan climat adopté en novembre 24 et la stratégie de résilience de la ville de Paris adoptée au même moment. Et par ailleurs, en novembre 24 également a été adopté le plan de santé environnementale. Donc à quoi on va s'adapter à Paris. Bon, évidemment, beaucoup de scientifiques et de collègues en ont parlé avant moi aujourd'hui, mais on sait que le seuil de 2 degrés a déjà été dépassé à Paris. On prévoit un scénario à plus 4 degrés à Paris à l'horizon 2100. Donc on fait le travail actuellement de justement s'adosser à la traque au niveau étatique, avec une augmentation de 40% du nombre de jours caniculaires à horizon 2050. Donc voilà, ça pose le décor en termes d'adaptation de tout ce qu'il faut qu'on fasse. Donc nous, ce qu'on fait côté adaptation, principalement, on pilote, au-delà des études dont je vous ai parlé, un programme d'investissement qui s'appelle Paris s'adapte, qu'on souhaite décliner à différents aléas. Paris s'adapte aux inondations, j'y reviendrai. Paris s'adapte aux vagues de chaleur, c'est principalement ce à quoi on travaille aujourd'hui. Et alors, on va intervenir. Donc, on a évidemment des plus petites enveloppes budgétaires que nos collègues de la direction des espaces verts, par exemple, ou de la construction publique et des bâtiments. On va intervenir quand la végétalisation n'est pas possible. On l'a dit tout à l'heure, plusieurs personnes l'ont dit, la végétalisation, c'est un des principaux leviers de rafraîchissement urbain, on le sait. Néanmoins, il y a beaucoup de contraintes dans la mise en œuvre de la végétalisation. Je ne sais pas si ça a été mentionné ici, peut-être par David un peu, mais alors la présence de réseaux souterrains parfois rend impossible la végétalisation sur certains endroits, ou en tout cas pas de végétalisation de strates hautes avec un important pouvoir de rafraîchissement, mais également les contraintes patrimoniales qui concernent quasiment l'intégralité du territoire parisien. Et donc, notre programme va intervenir là où la végétalisation n'est pas possible. Et donc, notamment, on va travailler sur des manières assez opérationnelles et rapides d'essayer de rafraîchir l'espace public, donc en absence de végétalisation. Donc, ce qu'on a développé au cours des 2 dernières années, c'est le déploiement d'ombrières sur l'espace public. Alors, ça paraît peut-être pas révolutionnaire, mais
On l'a vu, c'est des solutions low cost, très typiques, courantes, qu'on a un petit peu perdu de vue et que nous, on remet au goût du jour. Donc certains d'entre vous, on en a peut-être déjà vu dans l'espace public. Ça paraît pas grand-chose, mais mine de rien, ça a été un long travail d'arriver à développer un mobilier urbain en propre. Donc on a mené un dialogue compétitif qui a duré 2 ans, qui a permis de designer un mobilier urbain donc qui s'adapte aussi aux contraintes patrimoniales spécifiques qui s'appliquent à la ville de Paris. Et on le déploie. Donc on l'a déployé pour la première fois cette année, donc en version transitoire, c'est-à-dire que le mobilier est démontable. On est aujourd'hui en phase de retour d'expérience du déploiement de cette première série de mobilier urbain. C'est un mobilier qui principalement a vocation à être implanté dans l'espace public, mais il n'y a pas de contrainte à ce qu'il soit déployé également au sein des équipements. Et là, on est en train de voir, en fonction des endroits où est-ce qu'on peut le laisser de manière pérenne l'hiver, comment est-ce qu'on peut le protéger. Et l'objectif, c'est bien évidemment de multiplier l'installation de ces ombrières dans l'espace public au cours des prochaines années. On travaille également on en a parlé précédemment, des projets de cool roof, donc d'apposition de peinture blanche sur les toits. Donc nous, on travaille sur les équipements de la ville, principalement des écoles. On est en attente, là, d'ici quelques semaines, des résultats qui devraient nous parvenir. On a fait des expérimentations qui permettent de mesurer l'impact d'un toit peint en blanc sur un même équipement, qui est en l'occurrence une école, entre une partie du bâtiment qui n'est pas peinte, une partie qui est peinte et une partie qui est végétalisée. Donc on attend les résultats comparatifs, mais l'objectif est aussi de déployer plus massivement les cool roofs, sachant que il y a beaucoup on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de périmètres qui influent sur l'efficacité de ce type de solution. Donc c'est pas toujours possible et c'est pas toujours extrêmement efficace. Donc il faut vraiment cibler l'endroit où on les installe. Et puis, comme l'a très bien dit David, on travaille. Donc ça c'est tout le volet de travailler sur l'infrastructure. On travaille dans l'attente de rénovation massive des équipements publics, des points d'amélioration très ponctuels et rapides qui sont les volets et les brasseurs d'air. Donc on a des lignes budgétaires spécifiquement pour ça, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, parfois, on a un plan volet spécifiquement dédié, qui est une ligne de crédit, parce qu'on se rend compte que dans certaines opérations d'aménagement, quand il y a un trou dans un budget quelque part en cours d'opération, finalement, ce qui saute, par exemple, c'est les volets. Et donc nous, on vient s'assurer que via cette ligne de financement-là, les volets peuvent bien être mis. Les brasseurs d'air, c'est pareil, on vient de recevoir une étude aussi qu'on a menée et qui permet mais comme ça a été présenté précédemment, qui permet de montrer les différences de température qu'on peut obtenir avec l'installation de brasseurs d'air dans les équipements, donc bureaux et équipements scolaires. Et puis, on va venir travailler aussi sur des solutions bleues, donc qui mobilisent l'eau dans l'espace public avec l'installation de brumisation et l'ouverture de sites de baignade, comme vous l'avez probablement vu à partir de juillet dernier. Donc, des aires de brumisation, des brumisateurs dans l'espace public et le déploiement de ces solutions-là. On s'appuie sur un réseau d'îlots de fraîcheur aussi, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup. Il y a aujourd'hui 1400 îlots de fraîcheur qui sont recensés dans la ville de Paris, qui font l'objet d'une cartographie qu'on met à jour et qui est disponible sur notre site. Mais c'est un travail permanent d'aller toujours plus loin, d'en trouver de nouveaux et notamment de cibler les collègues de la ville de Nanterre ou Saint-Denis tout à l'heure l'ont dit, quel type d'équipements peuvent aussi recevoir du public, et c'est là que ça devient plus compliqué. Faire appel au privé, c'est pas évident. Faire appel aux bâtiments de la ville pour des questions de droit du travail, de sécurité, c'est pas évident non plus. Mais on essaie d'avancer sur ces sujets-là. Et enfin, s'il me reste une minute ou deux, je voulais parler du volet assez différent qu'on mène sur les questions de sensibilisation. On mène de nombreux exercices de crise sur les sujets des risques climatiques. Donc on a mené en octobre 2023, un exercice de crise sur Paris à 50 degrés qui mobilisait des écoles et qui simulait un dôme de chaleur sur Paris pour tester la coordination des services publics et des partenaires de la ville à réagir en cas de dôme de chaleur extrême, mais aussi qui servait un petit peu de jeu de rôle
et vraiment à mettre sur la table et à rendre très visible le sujet des températures extrêmes auxquelles Paris peut arriver, puisque finalement, évidemment, on sait qu'il fait de plus en plus chaud, chacun le vit chez soi chaque année, mais le fait d'avoir mis ce chiffre de 50 degrés, de l'avoir rendu public, d'en avoir parlé avec des enfants, des adultes, d'avoir beaucoup communiqué sur ce projet, ça a renforcé l'importance de se préparer à ce type de scénario et donc de préparer aussi la population. Alors, il y a de nombreux enseignements qu'on a tirés de cet exercice Paris à 50 degrés. Ça nourrit aussi la construction des politiques publiques. Ça nous a permis d'améliorer certains dispositifs, d'en déployer d'autres. Mais je vais peut-être pas rentrer dans les détails ici. De la même manière, on mène un exercice de crise lundi prochain sur cette fois-ci le risque inondation, puisque c'est vraiment les deux principaux risques sur l'Île-de-France et sur Paris. Donc, de la même manière, on va simuler une crue centenale avec l'évacuation d'un immeuble, l'accueil des populations dans un lieu de regroupement et d'hébergement, etc., etc. Et on se rend bien compte que ce type d'exercice, donc la presse est là, on en parle beaucoup, ça a un vrai rôle dans le fait de participer au fait que la population soit de plus en plus vigilante et de plus en plus informée sur les comportements à tenir, les actions à mettre en œuvre face aux risques climatiques auxquels on fait face. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous avons quelques minutes avant la pause pour prendre quelques questions. Bonjour, Maïda Olivier de la Fondation pour le logement, ancienne Fondation Abbé Pierre. Vous avez mentionné, Madame Morfois, l'existence d'une ligne financement de volets à Paris. Est-ce que vous avez une idée, vous avez en tête l'enveloppe budgétaire de cette ligne ? Vous m'entendez ? Oui. C'est une enveloppe qui est très largement sous-dimensionnée. C'est une enveloppe d'environ 2 millions d'euros. Encore une fois, cette enveloppe, elle sert à boucher les trous dans la raquette, d'agir extrêmement rapidement avant des rénovations massives sur le bâti. Et elle sert aussi à démontrer, nous, notre objectif avec cette enveloppe, c'est de montrer les envies et les demandes que ça suscite pour justement pouvoir la massifier et la porter et la développer. Donc aujourd'hui, elle est insuffisante, mais l'objectif, c'est qu'elle fasse ses preuves pour évidemment qu'elle soit mieux dotée. Et elle est plutôt utilisée dans le parc social, privé, dans le diffus ou l'éco-pro ? Alors, c'est une enveloppe qui est utilisée sur les équipements villes. Donc aujourd'hui, principalement sur des équipements scolaires, mais c'est aujourd'hui uniquement sur des équipements villes. Bonjour, Chloé Chassanti du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Moi, ma question, c'est un peu plus sur les potentiels impacts des solutions de végétalisation, de rafraîchissement sur ce qu'on appelle la gentrification verte. En fait, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme garde-fou, comme réflexion pour, et peut-être que c'est le cas pour d'autres types de solutions, du coup pas vertes, mais plutôt, est-ce qu'il y a des impacts sur les parcs de logement, sur les dynamiques de faire monter les loyers et des impacts sociaux, en fait, des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour rafraîchir. Et c'est un peu pour tout le monde, je ne sais pas qui est en mesure de répondre. Ça marche. Oui, ça marche. Alors, je n'ai pas de réponse spécifique sur la gentrification verte, c'est les impacts. Mais c'est vrai que c'est un sujet important sur l'usage, en fait, de ces espaces végétalisés par différents types de populations. Parce que on sait que les usages sont très diversifiés, les attentes aussi, le fait que les gens se sentent légitimes ou pas à utiliser ces espaces. Donc ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut mener plus d'études en sciences sociales notamment. Et on l'a vu, il y a vraiment un besoin là-dessus. Il y a besoin probablement de préciser aussi les attentes, les besoins de connaissances des collectivités par rapport à leur trajectoire et comment les populations concernées peuvent utiliser ces espaces. Après, est-ce que la gentrification, peut-être justement, c'est aussi le fait de
cibler la végétalisation dans des espaces où il y a par exemple beaucoup de logements sociaux ou voilà, des populations donc sinon j'ai pas de réponse spécifique sur gentrification. Peut-être pour rajouter une phrase là-dessus, effectivement c'est compliqué. Nous, on travaille dans ce sens-là sur le fait d'accompagner des jardins dans des zones quartiers prioritaires de la ville, la conception de jardins directement avec les habitants dans ces zones-là, avec des usages adaptés. L'idée est évidemment de renforcer, quand c'est possible, la présence d'espaces végétalisés partout, et notamment là où il y en a le plus besoin, donc dans ce type de quartier. Et par ailleurs, on en a peu parlé, mais effectivement, alors c'est peut-être pas tout à fait lié, mais le fait que la chaleur en ville se présente de cette manière à nous, de plus en plus exacerbée au fur et à mesure des ans, pose la question de l'évolution des usages dans la ville, de l'adaptation du temps de travail, de l'adaptation des rythmes de vie, et notamment de l'ouverture des parcs et jardins sur des horaires différents, avec des usages différents qui tournent, de pouvoir plus en profiter le soir quand la ville se rafraîchit, etc. Donc de potentiellement aussi réussir à mixer ces populations pour que tout le monde puisse profiter de ces espaces rafraîchis, notamment sur des horaires agrandis, élargis. Bonjour, donc Mathilde Robert de l'AORIF, l'association des bailleurs franciliens d'Île-de-France. J'avais deux questions. Une première question qui n'a peut-être pas de réponse, mais sur comment concilier en fait les contraintes patrimoniales et les enjeux donc de confort d'été. C'est un sujet auquel les bailleurs sont souvent confrontés, avec la volonté de poser des volets, des pompes à chaleur, des choses comme ça, mais d'être limité par les sujets patrimoniaux, notamment dans le centre de Paris où 80% des logements sociaux sont soumis à des contraintes patrimoniales. Donc il y a cette première question. Et puis une deuxième plutôt sur la climatisation. Donc vous êtes plusieurs à avoir dit que dans certains cas, la climatisation est nécessaire. Mais comment bien utiliser une climatisation, ça je ne sais pas si ce sont des choses qui sont creusées et apprises aux usagers. Typiquement, moi je viens d'un département d'outre-mer et j'avais la chance d'avoir une climatisation dans mon lycée, ce qui n'était le cas de, je crois, que mon lycée sur l'île à l'époque, et on n'avait pas de consignes. Donc on pouvait utiliser la clim un peu comme on voulait, et on faisait sûrement, je pense, n'importe quoi sur l'utilisation de la climatisation. Et ça, je pense que c'est aussi un sujet qu'on n'a pas forcément en tête, c'est d'apprendre aux usagers à utiliser les équipements. Voilà, s'il y a déjà des choses qui sont faites pour ces sujets-là. Sur la question patrimoniale, peut-être on y est confronté au quotidien. Effectivement, c'est très complexe. À part un dialogue poussé et des questions d'acculturation, c'est parfois des situations desquelles on a du mal à se sortir. Nous, par exemple, la question des ombrières, aujourd'hui, les ombrières sont un mobilier éphémère. Et donc, voilà, les contraintes qui s'appliquent sont un petit peu différentes. Donc, on essaie d'avancer touche par touche avec des solutions éphémères qui ont vocation ensuite à être pérennisées. Mais c'est comme ça qu'on met un petit peu un pied dans la porte. Pas de réponse beaucoup plus satisfaisante. Je ne sais pas si... Moi, je suis un technicien insensible, donc j'aurais tendance à mettre un coup de pied dans la porte plutôt que le pied dans la porte. Mais voilà, oui, il faut qu'on puisse mettre des volets. Mais c'est pas simple, on discute avec des ABF et tout ça. Vous le faites beaucoup plus que nous de créer des espaces de dialogue, par exemple pour l'intégration des unités extérieures de pompes à chaleur. On essaie de comprendre comment fonctionne un ABF, quels vont être ses points sensibles, et d'essayer de trouver. Et il y a des choses, des messages à faire passer auprès des techniciens pour qu'ils soient un peu moins brutals dans l'intégration de ces équipements. L'autre question, c'était sur la clim, le bon usage de la clim. Oui, il faut sensibiliser, clairement. Après, c'est pas très compliqué, mais oui, il faut sensibiliser. Après, il y a des manières de rafraîchir qui peuvent simplifier la vie, par exemple, d'un bailleur social qui n'a pas envie de rentrer dans ses logements et qui a envie de limiter quand même l'impact sur les factures. Il y a deux solutions. La plus simple, c'est le plancher chauffant rafraîchissant. C'est pas la mode, ça coûte un peu plus cher, mais ça sait faire du chaud et du froid. On peut le mettre, on met que du chauffage.
On déclenche collectivement le rafraîchissement l'été en période caniculaire uniquement. Et avec ça, on est limité en puissance, ça fait gagner 3 degrés. Du coup, l'occupant, s'il n'a pas de réflexe sur le brasseur d'air que vous aurez installé un jour et les volets, ça ne va pas bien marcher, mais là, c'est vraiment l'association des trois qui va faire qu'on va obtenir le confort. Et c'est robuste et simple d'usage, quoi. Voilà, écoutez, je pense que nous pouvons remercier encore nos intervenants.